Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui la vidéo sera un petit peu spéciale pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, j'ai reçu ou plutôt des jeux, ou plutôt un concept ludique, on verra ça plus tard, gracieusement de la part d'un éditeur. Alors d'abord évidemment ça me fait très plaisir, et je remercie donc l'éditeur Aurora pour cette attention, ainsi que le labo créatif Cosmoduck qui s'est associé avec eux pour concevoir ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je remercie aussi Amin Ramani, l'un des auteurs, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger régulièrement grâce à la chaîne et qui a fait connaître mon travail auprès de ces deux structures. Merci à toi. Ceci étant dit, je vais répondre à la question que vous vous posez tous, puisque c'est la première fois que je reçois comme ça des jeux gratos. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je ne touche rien pour la faire, et d'ailleurs, il n'y avait aucune obligation pour que je la fasse. Je la fais avec plaisir parce que, tout simplement, le concept ludique que ces gens m'ont présenté me plaît beaucoup. Je ne touche rien non plus pour dire du bien des jeux que je vais vous présenter, et c'est aussi bien comme ça parce que je saurais pas me forcer. Surtout s'ils avaient été pourris, bon heureusement pour moi c'est pas le cas. C'est quelques éclaircissements un peu longs mais nécessaires ayant été apportés. La deuxième raison pour laquelle cette vidéo est un petit peu spéciale aujourd'hui, c'est que vous l'avez compris, je ne vais pas aborder un seul mais bien 4 jeux. Ce qui m'amène à la dernière raison pour laquelle cette vidéo sera un petit peu atypique. On n'aura pas affaire ici à une vente de jeux en one shot, mais à un abonnement annuel. C'est un abonnement qui permet au minimum de recevoir un jeu par mois. Je dis au minimum parce que déjà sur le premier mois de l'abonnement ils en envoient 2, et ça c'est plutôt cool. Cet abonnement il se fait via la plateforme de financement participatif Ulule, et c'est limité dans le temps pour en profiter. Donc la campagne commence très prochainement, ce lundi là, le 21 octobre, et ça se finit le 1er novembre. Les jeux dont nous allons parler aujourd'hui sont des Roll and Write. D'ailleurs l'abonnement s'appelle Roll and Write Collection, et alors la mécanique Roll and Write elle est très simple, comme son nom l'indique, en fait il s'agit de faire rouler des dés et d'écrire des choses sur un papier. Mécanique que pour le coup j'ai jamais trop pratiqué, donc c'est cool, ça me fait une super occasion. L'ancêtre de ce type de jeu vous le connaissez tous, c'est le Yahtzee, que personnellement j'aime pas du tout parce que c'est trop abstrait, et franchement je m'y fais chier comme un rat mort. En même temps le Yahtzee date des années 50, et depuis vous imaginez bien que ce type de jeu a évolué. L'avantage c'est que c'est des jeux qui sont très vite installés, qui sont très accessibles, puisqu'il vous suffit d'une feuille de papier, d'un crayon et de quelques dés, mais malgré ce matériel spartiate, eh bien on va voir que c'est un concept qui a énormément de potentiel. Dans ce que je vais vous présenter là, il y a vraiment de très bonnes idées. Il n'y a pas vraiment de limite au niveau du nombre de joueurs en plus, et il y a beaucoup de jeux auxquels on peut jouer solo. Alors je vais être très honnête avec vous, j'ai pas encore pratiqué les jeux. À l'heure où je vous parle, en fait je les ai reçus hier, et j'ai reçu les règles il y a 2-3 jours, donc j'ai eu le temps évidemment de m'en imprégner et de travailler dessus, mais je vais surtout vous exposer les mécaniques, vous donner mon ressenti par rapport à ces dernières, sans me baser sur des sensations de partie, puisque j'y ai pas encore joué. Bon, traditionnellement là c'est le moment où je vous donne le nom de l'auteur, le nombre de joueurs, l'âge de départ et la durée des parties, mais vu que dans cette vidéo je vais commenter 4 jeux, je vais pas le faire maintenant, sinon ça n'aurait aucun sens. Alors pas d'inquiétude, j'y viendrai au fil de la vidéo à chaque fois que je présenterai un nouveau jeu, et ça devrait bien se passer. Asseyez-vous confortablement, je sais que vous êtes méga excités aujourd'hui, je vous ai teasé 4 jeux au lieu d'un, donc essayez de tenir en place quand même. Pendant ce temps, moi je pose les pions, ou plutôt les dés, le crayon et les blocs de feuilles sur la table. Alors voilà, on va pas parler d'installation, les 4 jeux sont posés sur la table, avec un crayon, 2 paires de dés et une gomme, on sait jamais. Alors si vous faites le choix de vous abonner à cette collection, voilà ce que vous recevrez. Chaque mois ce sera un bloc de feuilles pour jouer, voire 2-3 blocs de feuilles, je sais pas, déjà dès le mois de décembre ils en envoient 2, donc tout est possible. Alors dans chaque bloc de jeu vous trouverez 50 feuilles, alors ne vous fiez pas à l'épaisseur que je vous montre là, puisque ça ce sont des blocs de démo, qui ne comprennent qu'une douzaine, une quinzaine de pages. Et avec le premier envoi vous recevrez 2 dés rouges et 2 dés blancs. Alors pour ma part, j'ai eu la flemme de chercher des dés blancs, donc faudra vous y faire, on va faire avec 2 dés rouges et 2 dés noirs, c'est pas grave, ça change absolument rien. Et puis de toute façon, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. Et puis je me suis aussi muni d'un petit taille-crayon avec des paillettes, parce qu'on n'est jamais trop prudent et stylé, voilà. Alors passons tout de suite à la présentation du premier jeu qui s'appelle Diggers, qui est un jeu de Phil Viscaro qui, je crois, est à l'origine de tout ça, avec des illustrations de Amin Ramani, dont je parlais tout à l'heure en introduction, pour 2 joueurs jusqu'à l'infini. Alors ça c'est un des avantages de ce type de jeu, c'est qu'il n'y a pas trop de limites en fait. À partir de 10 ans et des durées de partie annoncées d'environ 20 minutes. Alors de base, déjà, je trouve que le thème de Diggers est génial. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découvert. En gros, vous jouez le rôle de cowboys qui étaient partis faire fortune dans une mine de diamants, un bâton
explosion de dynamite a tout fait péter, et vous voilà tous enterrés vivants dans la mine. Donc le but du jeu, bien évidemment, ça va être d'en sortir, tout en essayant de ramasser un maximum de diamants sur le passage, mais aussi de sortir avant les autres pour récupérer la partie du butin qui est déjà sanglée sur les chevaux à l'extérieur. Donc de base, vous commencez à me connaître maintenant, hein, les thèmes de gros enfoirés comme ça, j'adore. Alors, pour jouer à Diggers déjà, ah oui, alors, ils l'ont renommé hein, entre-temps, entre la version que moi j'ai reçue et la version que vous recevrez, vous, au courrier, le titre a changé, ça s'appelle Diggers maintenant, et non pas Dig Out. Eh bien, chaque joueur va prendre donc une feuille, c'est vraiment joli, hein, franchement, hein, pour des jeux aussi simples, hein, qui se composent d'une seule feuille, d'avoir fait des graphismes aussi agréables, c'est vraiment louable. Donc, chaque joueur a une feuille en main, et il va commencer à noircir 3 cases. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cases noircies, pendant le jeu, elles seront infranchissables. En gros, on va dire que ça représente des éboulements. Alors bien évidemment, il ne peut pas noircir la case de l'entrée de la mine, ni celle de la sortie, hein. Sinon ce serait complètement con. L'autre règle, c'est qu'on ne peut pas noircir une case adjacente à une case déjà noircie. Donc quand chaque joueur a noirci 3 cases, il passe la feuille à son voisin, lui-même il en récupère une autre, hein. Et donc tout le monde va noircir 3 cases de plus sur cette nouvelle feuille. Et on va continuer comme ça à faire tourner le matériel jusqu'à ce qu'il y ait 12 cases noircies. Alors on va mélanger toutes les feuilles, et on va en attribuer une au hasard à chacun des joueurs. Ce qui fait que tout le monde aura une map différente. Quand tout ça se sera fait, la partie commence. Donc on démarre tous sur la case Start, bien entendu. Le joueur actif va lancer 4 dés, et tout le monde autour de la table va choisir le résultat de l'un de ces dés. Alors plusieurs joueurs peuvent choisir le même résultat, il n'y a pas de problème, on s'accapare pas les dés. C'est du bien public. Donc admettons que là je veuille utiliser le résultat 6, et bien je vais dessiner ici mon trajet dans la mine, donc je vais faire un trait tout droit, pour passer sur la case qui me permet d'utiliser le 6. Donc là vous avez compris que tout le monde joue en même temps, hein, même si les trajets de chacun sont différents évidemment. Au tour d'après, c'est un autre joueur qui va lancer les dés, et pareil, on va choisir un résultat pour progresser dans la mine. Là par exemple, hop, je me faufile vers la case 5, fortement attiré par ce joyau là-bas, et donc les tours de jeu vont s'enchaîner là comme ça. Parfois j'aurai la chance de récupérer des diamants qui à la fin de la partie me rapporteront 3 points chacun, mais parfois les résultats des dés m'interdiront de me déplacer, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune case autour de là où je me trouve pour correspondre à l'un des scores lancés ce tour-ci. Et bien dans ce cas-là, si je ne peux pas bouger, je vais cocher ici l'une des cases R disponibles. Et alors si malheureusement pour moi cela arrive trop souvent et que j'atteins cette petite tête de mort là-bas, toute jolie, toute mignonne, ben je suffoque, voilà, je meurs dans d'atroces souffrances. Donc vous l'aurez compris, ramasser des diamants c'est cool, mais rester trop longtemps dans la mine, ça craint. D'autant plus que les joueurs obtiennent des bonus en fonction de leur ordre d'arrivée à l'extérieur de la mine. Le premier joueur par exemple ramassera 9 points, alors là si c'est une erreur hein, qu'il y avait sur l'impression qui a été fournie aux reviewers, mais dans la version finale ce sera corrigé, c'est bien 9 points. Et alors à chaque fois qu'un joueur sort de la mine, on retire un dé, ce qui veut dire qu'au fil des gens qui sortent, vous aurez de moins en moins de possibilités de vous déplacer dans la mine. Et donc de plus en plus de chances de mourir par manque d'air. Et ça c'est très malin, ça me plaît beaucoup. Lorsqu'il n'y a plus de dés, la mine s'effondre, la partie est terminée pour tout le monde. Partie qui se termine aussi s'il reste plus qu'un seul joueur dans la mine. Et bien on fait les comptes, hein, les joyaux qu'on a ramassés, le temps qu'on a mis pour sortir de la mine, et le plus haut score gagne, là y a pas de surprise. Inutile de préciser, mais je le fais quand même, que si vous êtes mort c'est 0 points. Alors qu'est-ce que je pense de Dig Out, qui fait partie du premier lot de jeux envoyé en décembre? C'est certainement le premier jeu que je présenterai pour initier mes amis, mon groupe de joueurs à ce type de jeu, car c'est très simple, très rapide et très fun. Le thème est très cool, hein, vous remarquez du coup qu'on est très loin du Yahtzee, et heureusement. Donc voilà, déjà ça part très bien pour cette petite collection. Sans plus attendre, deuxième jeu que je dois vous présenter aujourd'hui, Kremlin Construct. Alors oui, je le dis avec l'accent russe, parce qu'on voit que c'est fortement thématisé soviétique, avec un magnifique dessin du camarade Lénine, et une citation du bonhomme, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors, Kremlin Construct, en fait, le thème est simple, c'est Tetris. Tout simplement, hein, regardez le design, et c'est exactement ça. Au moment où je vous parle, j'ai dans la tête la musique de Tetris. Il s'agit d'un jeu de Phil Viscaro, encore lui, hein, autant auteur que illustrateur d'ailleurs sur ce titre, pour un joueur et plus à partir de 10 ans et des durées de partie annoncées d'environ 15 minutes. Donc il y a deux modes de jeu, un mode solo déjà. Donc dans ce jeu, eh bien on va lancer 2 dés, un dé rouge, un dé blanc, ou dans mon cas, un dé rouge, un dé noir. Ouais, c'est mon côté rebelle ça. Donc chacun des résultats du dé va nous donner une forme qui, comme dans Tetris, vont descendre tout en bas de la grille. Donc là, avec le résultat que j'ai eu par exemple, eh bien ça va créer cette forme-ci et celle-là. Et donc je vais dessiner ma première forme là tout en bas. Je vais essayer de la caler au mieux de manière à ce que ça puisse favoriser la fabrication de lignes complètes, exactement comme dans le jeu vidéo. Et je vais dessiner la
deuxième pièce que je vais imbriquer dans la première. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Alors, on va avancer un petit peu dans la partie. Il faut savoir que comme dans le jeu vidéo, en fait, vous pouvez faire un petit mouvement sur la dernière pièce pour bien la caler, juste avant qu'elle ne tombe sur la dernière ligne. Alors, en mode solo, il y a une spécificité, c'est qu'on peut conserver un dé pour éviter de l'utiliser de suite et dessiner la forme qui est associée à ce score un petit peu plus tard. En multijoueur, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, en multijoueur, on utilise non pas 2 dés, mais 4 dés. À chaque fois, le joueur qui a lancé les 4 dés est désigné joueur actif. Il choisit 2 dés parmi les 4 et ce sont les 2 formes qu'il va pouvoir dessiner. Les 2 dés restants, eh bien, tous les autres joueurs autour de la table doivent faire avec. Et donc à chaque tour de jeu, bien entendu, le joueur actif change. Sinon, au niveau des scores, ça se passe pareil pour les 2 modes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous réussissez à faire une ou plusieurs lignes pleines, eh bien, vous noircissez ici dans la jauge la case qui correspond au nombre de lignes que vous venez de remplir. Donc si j'arrive à remplir une ligne complète avec la pièce qui vient de tomber, eh bien je noircis ici la première case blanche sous le petit 1. Si plus tard j'en remplis 2 d'un coup, eh bien je noircirai cette case là. Et à la fin du jeu, eh bien on va comptabiliser le nombre de cases noircies dans chacune des jauges et on va appliquer pour chacun de ces scores un multiplicateur précis. Dans la ligne 1 par exemple, tout ça ne rapporte qu'un point par ligne. Dans la ligne 2 par contre, on va tout multiplier par 3. Mais on va rajouter des bonus en fonction de la zone de couleur sur laquelle se trouve notre dernière case noircie dans chaque jauge. Il y a du rouge, du orange, du vert clair, du vert foncé turquoise, je sais pas trop ce que c'est. Donc tant que la dernière case noircie se situe dans la zone rouge, ben il n'y a pas de bonus. Si elle passe en zone orange, il y a +1, etc. etc. La partie prend fin lorsque vous ne pouvez plus rentrer de pièces dans le Tetris en fait. Là aussi, comme dans le jeu vidéo. On compare nos scores et le gagnant il est content. Alors, qu'est-ce que je pense de Kremlin Construct? Bah c'est du Tetris quoi. C'est agréable, c'est bien adapté, mais des 4 jeux que je vous présente aujourd'hui, c'est certainement celui qui m'enthousiasme le moins. Voilà. Personnellement, je préfère à la limite jouer à l'original. Puis en même temps, je l'ai déjà dit, je fais ce que je veux, c'est mes vidéos. Alors, passons au troisième jeu au titre succulent, Full Camp du Gland. Sous-titré, ça vole bien une chaussette. C'est un jeu de Phil Viscaro évidemment et Amin Ramani. Alors, un petit mot sur Amin quand même parce que je le connais un petit peu depuis qu'on échange grâce à la chaîne. C'est un profil assez atypique puisque le type à la base est mangaka. Il a participé à la création de jeux sur PC. Et alors, comme c'est un passionné, il fait aussi maintenant du jeu de société. Je crois que c'est son premier jeu là, à la fois en tant qu'auteur et illustrateur. Et tout ça depuis l'Algérie. Sachant que, bon, je savais pas, on en a discuté ensemble, mais l'Algérie, si vous voulez, c'est un pays dans lequel le concept de jeu de société, c'est pas que ça existe pas, mais pas loin. Donc je pense que localement, il doit faire un peu figure d'extraterrestre. On peut jouer à ce jeu à partir de 1 joueur, à partir de 10 ans, et pour des durées de partie d'environ 20 minutes. Donc, Full Camp du Gland parle de Bernard Dugland, qui vient de se faire jeter dehors par sa femme qui est en train de balancer toutes ses affaires par la fenêtre, pendant que Bernard, lui, il les regarde tomber depuis la rue. Donc, le but du jeu de Bernard, ça va être de récupérer ses affaires avant que le vent n'ait tout emporté. Alors c'est marrant, ici, le thème me rappelle un petit peu le jeu Handicap, auquel je jouais quand j'étais gosse sur CPC 464, hein, ça date pas d'hier. La mécanique de jeu en elle-même n'a rien à voir avec ce jeu vidéo, hein, mais c'est juste le thème, voilà, avec le mec qui se fait virer par sa femme. Bon, bref, je m'égare, c'était le petit moment de nostalgie de la vidéo. Ah merde, je crois qu'il y en a un deuxième après. Alors, le design des petites feuilles sur lesquelles on va jouer est juste génial. On a vraiment l'impression d'être en possession d'un jeu électronique, là, avec les petits boutons, là, pour jouer. C'est plutôt joli, vraiment, le design, j'aime bien. Même si, bon, Madame Dugland, elle fait un peu peur. Donc, à chaque tour de jeu, on va lancer nos 4 dés. Les dés noirs ou blancs pour vous, donc, hein, pourront être utilisés par chacun des joueurs pour désigner une colonne et une ligne de la grille de jeu. Donc là, par exemple, au hasard, hein, je vais mettre le 1 pour la colonne et le 3 pour la ligne. Et donc ça, ce sera le carré dans lequel apparaîtra le premier objet. Objet que Madame Dugland est en train de balancer gentiment mais fermement par la fenêtre. Donc ensuite, parmi les dés rouges, je vais en choisir un pour l'attribuer en tant qu'objet. Donc on a la liste d'objets là sur le côté. Donc il y a des chaussettes, culottes, chaussures, il y a un peu de tout, qui possèdent chacun leurs propres caractéristiques. Alors déjà, évidemment, une caractéristique de dessin pour pouvoir les matérialiser sur la grille. Par exemple, la chemise, c'est une espèce de croix, la montre, c'est $1. Voilà, vous avez compris le principe. Une réaction par rapport au vent, mais ça on en parlera tout à l'heure, et surtout les points que rapporte cet objet si on le récupère. Donc admettons que là j'attribue le 1 aux objets, et bien je vais dessiner une chaussette dans l'une des 4 mini-cases que contient cette grosse case, hein, située dans la colonne 1 à la ligne 3. Et enfin le deuxième des rouges, et bien je vais l'attribuer à Bernard. Et donc le chiffre de Bernard, en fait, ça le fait se déplacer en bas, en dessous de la ligne 6. Bon là, actuellement, ça sert à rien, mais il faut savoir que si il y a des objets qui se retrouvent dans la ligne 6, et que Bernard se trouve dans la même colonne que eux, eh bien il récupérera tous ces objets. Donc vous l'avez compris, en fait Bernard il peut récupérer jusqu'à 4 objets d'un coup. Mais ce sera pas si facile que ça pour Bernard de récupérer les objets qui tombent de la fenêtre, puisque on l'a dit, il y a du vent. Et donc à chaque fois qu'on a fini d'attribuer les 4 dés, eh bien le vent va se lever.
lever. Et donc pour tous les objets qui sont en train de tomber dans la grille, il va falloir appliquer l'effet du vent et qui est stipulé en face de chaque objet ici dans le récap. Par exemple la chaussette, eh bien elle va devoir descendre d'une case et partir sur une case à gauche. Or là en l'occurrence il n'y a pas de case, on sort du jeu, ce qui signifie que cet objet est perdu. Ouais, Bernard il a décidé qu'il récupérait les objets que dans sa rue, il va pas plus loin, hein, il est un peu fatigué, faut pas décoller non plus. Toujours est-il que lorsqu'un objet est perdu, eh bien on coche ici une petite case, et donc à la fin de la partie, chaque objet perdu enlèvera un point à votre score. Alors on va avancer un petit peu dans le jeu, pour vous montrer qu'au fil du jeu, certainement il y aura beaucoup d'objets ici, et donc ils réagissent tous différemment à l'effet du vent. Ça risque fort d'être la panique pour Bernard, pour choisir la bonne case où finir, afin de récupérer des objets. Il va y avoir des choix à mon avis à faire. Évidemment, si les objets tombent plus bas que la ligne 6, et c'est inéluctable hein, au fil des actions du vent, ces objets sont considérés là aussi comme perdus. Malheureusement Bernard il peut aller qu'à une case à la fois lui. Hein. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que j'ai déplacé un objet à cause du vent, j'ai noirci la case de départ de cet objet. Et ça c'est très important de ne pas l'oublier, parce que ces cases noircies on ne peut plus rien mettre dessus. Donc ça veut dire qu'au fil du jeu il y aura de moins en moins d'espace disponible. Et d'ailleurs si on en vient à noircir totalement les 4 petites cases d'une grande case, eh bien cette grande case elle va être totalement ignorée. Ça veut dire que lorsqu'il y aura du vent on considérera qu'elle n'existe pas, et donc le vent va emporter les objets très loin. Donc au fil de la partie comme ça devient de plus en plus critique. Ensuite quand vous récupérez des objets sur la ligne 6, eh bien vous les entourez, donc ça joue le même rôle qu'une case noircie. La seule différence c'est qu'il faut qu'il reste visible évidemment pour compter les points à la fin de la partie, mais ce qui veut dire par contre que parfois Bernard il va être bien bloqué parce qu'il y a des cases qui lui permettaient auparavant de récupérer des objets qui vont tout simplement disparaître du jeu. Il y a également des bonus à récupérer en fin de partie, hein. Si on a récupéré 2 chaussettes par exemple on prend 3 points, 2 chaussures 5 points, si on récupère son dressing complet on récupère 8 points. La partie prend fin lorsque les 12 cases objets perdus ont été cochées, donc à la fin on fait cette addition entre les objets récupérés, les bonus dont je viens de parler, on y soustrait les objets perdus, et bien évidemment, celui qui a le plus de points. Alors, qu'est-ce que je pense de Full Count du Gland? C'est certainement le jeu le plus calculatoire de ceux que je vous présente aujourd'hui. Il y a de nombreux choix à faire dans les attributions des dés. Le coup du vent fait assurément partie du genre de mécanique que j'apprécie beaucoup. Je trouve que ça simule très bien les patterns que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo ou les jeux électroniques. C'est très malin et ça en fait vraiment un petit jeu qui va faire fonctionner vos neurones. Donc bravo là encore une fois, le concept du roll and write est très bien exploité. Allez, on passe au dernier jeu que j'ai à vous présenter aujourd'hui. J'ai nommé Dice Quest. Et alors Dice Quest, quand j'ai vu le concept et que j'ai vu la communication qui tournait autour, autant vous dire que tout de suite j'étais fort excité. Non mais regardez-moi déjà la police de caractère qui a été utilisée pour ce jeu. Alors ça vous dit peut-être rien, mais je pense que nombre d'entre vous auront reconnu cette police. Il s'agit ni plus ni moins, alors je vais essayer de faire un zoom sur ma ludothèque là tout en haut. Il s'agit ni plus ni moins que de la police de HeroQuest. Le grand, le cultissime HeroQuest. Donc Dice Quest, vous l'aurez compris, nous propose de pratiquer du jeu de rôle plateau, hein, du dungeon crawling, avec un papier, un crayon et des dés. Donc autant te dire que forcément que ça m'intéresse. Maintenant on va voir concrètement ce que ça donne. Dice Quest Tower of Illusion est donc un jeu de Phil Viscaro et Mathieu Delors, avec des illustrations de Mathieu Viscaro et Amine Ramani, encore eux, à partir de 1 joueur, à partir de 10 ans, et pour des durées de partie annoncées d'environ 15 minutes par niveau. Et ouais, parce que dans ce jeu on va pouvoir jouer plusieurs tableaux d'affilée, comme dans une vraie quête sur un vrai dungeon crawler. Alors d'ailleurs, avant de commencer la partie, on va se mettre d'accord sur le nombre de niveaux que l'on va devoir passer pour atteindre la fin du jeu, et à la fin de la partie, c'est celui qui aura le plus d'or en poche qui va gagner. Donc avant de démarrer vraiment le jeu, eh bien on va inscrire bien sûr le nom de notre personnage. On va sélectionner une race. Alors chaque race dispose de bonus et de malus dans l'une des caractéristiques que vous allez devoir utiliser pendant la partie. Donc l'orque par exemple a un bonus de plus 2 en force et un malus de moins 2 en intelligence. Tout dans les muscles, rien dans la tête. L'elfe a un bonus de plus 2 en vitesse et un malus de moins 2 en force, pauvre Pichoun. Le nain quant à lui a un bonus de plus 1 en force et un malus de moins 1 en vitesse. Oui, parce qu'il faut savoir qu'un nain ne court jamais, hein, il marche vite tout au plus. Et enfin, la quatrième race, c'est le nerd, qui a plus 4 de bonus en intelligence et moins 4 en force. Alors une fois qu'on a inscrit son nom, qu'on a choisi sa race, eh bien on va lancer 4 dés. Tant qu'on fait du 1, on relance le dé incriminé. Et ensuite, eh bien on va distribuer les chiffres obtenus sur les dés dans chacune des caractéristiques qui font que notre personnage est ce qu'il est. Enfin, j'ai pas trouvé mieux comme formule. Donc là par exemple, mon petit nain, je vais lui donner un 6 en santé. Je vais lui attribuer un 6 en force, et comme il a un bonus de plus 1 en force, eh bien ça va le faire arriver à 7 points de force. Je vais lui donner 3 points en vitesse, moins 1 en malus, ça lui fait 2 en vitesse, bon c'est un nain, hein, donc je suis raccord avec le personnage. Et je vais lui attribuer 5 en intelligence. Alors, pour commencer à dessiner mon donjon, eh bien je vais lancer un dé.
Et en fonction du résultat obtenu, eh bien je vais commencer à dessiner le premier quart de mon donjon. Et donc là j'ai fait 3, donc je vais dessiner cette pièce là. Alors je prends mon temps, je dessine super bien. Donc les petits rectangles que vous voyez là, ce sont des coffres. Les traits, ce sont des murs infranchissables. Une fois que j'ai fait ça, je retourne ma feuille à 90 degrés et je fais exactement la même manip. Donc c'est toujours le quart gauche haut là qui va être dessiné. Et donc tous les joueurs vont continuer comme ça jusqu'à ce que les 4 quarts du plateau soient complétés. On va tous vivre des aventures en même temps, mais pas dans le même donjon. Alors une fois que tout le monde aura construit son donjon, tour à tour, les joueurs vont lancer un dé rouge, un dé blanc et placer un monstre. Donc, par exemple ici, si je fais 2 au dé rouge, 3 au dé blanc, et eh bien je vais dessiner un monstre sur cette case. Alors dans la règle de jeu ils disent d'écrire un M tout simplement, et comme je sais super bien dessiner, et eh bien moi je fais mon petit monstre. Regardez il est méchant là, il a les yeux plissés. Donc ça on va le faire 4 fois. Du coup les monstres c'est le seul élément de jeu qui se trouve exactement au même endroit quel que soit le donjon. Une fois dans le donjon il y a plusieurs actions possibles. Bon la première évidemment c'est de se déplacer. Alors pour mon petit nain qui se déplace de 2 malheureusement il va pas aller très vite. Ah mais quand même ça faisait longtemps. Mais en gros comme dans Diggers, eh ben, je vais tracer ici mon trajet, donc je me déplace de 2 cases, poète. Bon pour l'instant il se passe rien de mon côté donc on va passer au deuxième tour de jeu. Mon nain va être irrésistiblement attiré par ce coffre au trésor là-bas au fond. Un trésor? Et à un moment donné lors du troisième tour de jeu, eh bien il va enfin parvenir jusqu'à ce coffre. Alors pour ouvrir un coffre il va falloir lancer 2 dés rouges et un dé blanc ou noir. Donc les dés rouges représentent la difficulté d'ouverture de ce coffre, et le dé noir représente mon habileté pour achever cette action. Et je suis pas très habile en face puisque j'ai 1, mais à ce résultat de 1, je vais rajouter mon intelligence, puisque c'est l'intelligence qui sert à ouvrir les coffres dans ce jeu. Donc je suis à 6, je suis à égalité, et ça suffit pour ouvrir le coffre. Faut avoir un chiffre égal ou supérieur à la difficulté. Et donc dans ce coffre, je vais récupérer autant de pognon que l'indique le score le plus élevé des 2 dés rouges. Je vais noter ces 4 pièces ici, dans l'espace trésor, et voilà une bonne chose de faite. Alors si j'avais pas réussi à ouvrir le coffre, eh bien le coffre restait fermé et je pouvais réessayer le tour d'après. Mais si je ne parvenais pas à ouvrir le coffre et que les 2 dés rouges étaient de même valeur, cela voulait dire que le coffre était piégé. Donc quand ça vous pète à la gueule, eh bien vous retirez un point de vie de votre petite fiche. Voilà, il suffit de cocher une case là ici, de la noircir. Évidemment si vous arrivez à 0 c'est pas bon. Alors ensuite dans les donjons, vous allez aussi tomber sur des monstres donc. Donc les monstres vous n'êtes pas obligé de les combattre et vous pouvez les corrompre. Pour ce faire, vous noircissez sur votre petite fiche ici une bourse de corruption qui à la fin de la partie vous coûtera -3 en or. Et alors vous êtes limité en termes de corruption à 5 monstres par donjon. En même temps, comme ils disent dans la règle, si vous passez votre temps à corrompre des monstres, c'est quand même un peu la honte. Mais bon, le nerd qui a -4 en force par exemple, je peux comprendre. On peut aussi choisir d'esquiver un monstre, ça c'est plutôt pour l'elfe qui est très rapide. Donc ça se passe comme pour les coffres, en fait on lance 2 dés rouges, un dé blanc, et on ajoute notre bonus en vitesse. Si on égale ou on dépasse la somme des dés rouges, et ben tout se passe bien, on passe à travers le monstre sans problème, sans qu'il nous voie. Sinon, ben il nous fout une grosse tatane, on perd un point de vie, et surtout, on reste sur la case du monstre. Le combat, justement, venons-y, ça se passe exactement comme les coffres, exactement comme l'esquive. Sauf que là, bon, le bonus modificateur, évidemment, ce sera la force. Bien le bonjour, monsieur le monstre. Vous ai-je déjà présenté ma hache? Elle se prénomme Douce Caresse. Si vous perdez le combat, bon ben tatane, point de vie, et voilà. Par contre, si vous sortez victorieux de l'affrontement, eh bien vous noircissez ici une case dans la partie monstre vaincu. Et donc plus vous en tuez, plus ça vous rapportera d'argent en fin de partie, hein, vous voyez, il y a un petit chiffre là en bas. Mais en plus, au bout d'un certain nombre de monstres vaincus, eh bien vous allez pouvoir gagner en points d'expérience. On le voit là, et au bout de 4 monstres battus, eh bien c'est plus 1 XP. Et ces points d'XP, vous allez pouvoir les dépenser à la fin du niveau pour accroître vos capacités, hein, force, vitesse, intelligence. Donc dans la plus pure tradition, hein, tataner du monstre, c'est tout bénef. Alors un truc à savoir, c'est que lorsqu'un monstre est tué, eh bien il disparaît de l'ensemble des donjons. C'est un peu comme si plusieurs réalités parallèles s'intercroisaient là comme ça. La mort d'un monstre arrive partout au même moment. Bon par contre, seul celui qui a fait l'action de le tuer noircit la case pour récupérer des pièces d'or et des XP à la fin, hein, bien sûr c'est évident. Et il faut savoir aussi qu'à chaque tour de jeu, on va rajouter un monstre dans l'ensemble des donjons. Toujours sur le même principe, hein, en lançant 2 dés, et le monstre apparaît partout au même endroit. Voilà, quand on a fini un niveau de jeu, eh bien on va comptabiliser les pièces d'or, hein. Donc la fortune de départ, donc ça ne vaut que si vous avez déjà joué un niveau auparavant. Le montant des trésors, un bonus là aussi en fonction du temps que vous avez passé dans le donjon, hein. Le premier sorti prend 10 points, le deuxième 5, le troisième 2 points. On ajoute à ça l'or que vous avez pu trouver sur les dépouilles des monstres, moins bien entendu les bourses utilisées
l'utiliser pour la corruption. Donc là, la règle de jeu conseille de jouer 3 niveaux, et à la fin de ces 3 niveaux, celui qui a le plus de pognon a gagné. Entre chaque niveau, donc vous avez compris, vous pouvez répartir des XP pour upgrader un petit peu vos caractéristiques, mais vous pouvez aussi vous arrêter au Grand Bazar pour acheter de l'équipement. Donc dans le Grand Bazar, vous pouvez acheter des potions de santé, une épée, des chaussures pour aller plus vite, un grimoire, enfin bon bref, il y a un peu de tout. Donc il y a une notion de progression, c'est plutôt cool. Alors finalement, qu'est-ce que je pense de Dice Quest? Eh bien c'est certainement parmi les 4 jeux celui qui possède le potentiel le plus fort, avec des parties toutes proportions gardées, longues et immersives. Il permet de pratiquer un semblant de dungeon crawling en solo, et ça c'est plutôt sympathique. Franchement, je suis très agréablement surpris de constater le système de jeu qu'ils ont pu penser, réfléchir avec simplement un bloc de papier, un crayon et quelques dés. Donc Dice Quest, oui, c'est du très bon. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors dans l'ensemble, que retenir de cette collection? Eh bien étonnamment, malgré le matériel assez spartiate, on n'a pas l'impression d'être en face de jeux gadget. C'est bien travaillé, il y a de belles mécaniques. Vraiment pour moi là, le concept est exploité à fond. C'est bien thématisé et c'est joli. Alors je tiens à préciser que toutes les règles de jeu de cette collection font preuve de beaucoup d'humour, mais c'est particulièrement vrai pour Dice Quest. Franchement, je vais pas vous les lire ici parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais à la lecture j'étais mort de rire. Et tout ça, franchement, on sent que ça a été fait par des passionnés. À la vue des 4 jeux que j'ai présentés là, sincèrement pour moi il y a énormément de potentiel dans cette catégorie de jeux. C'est bien parti et visiblement ça ne présage que du bon pour les prochaines sorties. D'ailleurs ils ont déjà annoncé de nouveaux jeux, Hooked et l'attaque de la Légion. Voilà, Roll and Write Collection a suscité mon enthousiasme et je trouve que c'est mérité. Et je recommande chaudement. Que vous dire de plus? Ben, la campagne c'est du 21 octobre au 1er novembre. Donc si vous voulez souscrire à cet abonnement, ben, c'est maintenant en gros. Franchement je sais plus combien ça coûte à l'année, mais je crois que mensuellement j'avais calculé ça fait moins de 6 €. Donc si à chaque fois vous avez 1 à 2 jeux, franchement ça vaut le coup. Voilà, en attendant la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons rugby à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde, eh bien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.